j'espère que tout le monde va bien chez vous, pour tous vos proches, bien sûr. Nous continuons le programme. Alors, je viens d'avoir l'inspectrice au téléphone qui me prie de vous transmettre tous ses encouragements pour continuer malgré la situation. Et elle vous assure, elle veut vous rassurer par rapport au déroulé de la fin de l'année, hein. Surtout, j'espère que vous n'êtes pas stressés. Bonjour Alix. Vous n'êtes pas stressés, on va faire comme on peut et vous vous doutez bien que les exigences seront moindres, hein, d'accord? Donc pas de stress, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre le fil, voilà. Alors le bac, Dorian, effectivement, on peut penser que tu auras le bac, mais on peut penser aussi que les sujets vont être ajustés, la notation sera ajustée. Honnêtement, moi, je ne suis pas du tout inquiète, hein. Sachez en plus que derrière vous, il y a la réforme qui monte, donc on n'a aucun intérêt à retrouver des terminales de cette année, l'année prochaine à nouveau. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, hein, surtout pas, on ne va pas forcément vous le donner, mais voilà, c'est juste pour enlever la pression à certains élèves qui se la mettent un peu trop. Et donc voilà, pensez qu'on est au courant, conscient de toutes ces conditions qui ne sont pas forcément satisfaisantes pour tous et qui sont surtout inégales d'un élève à l'autre. Alors on y va, on est sur le chapitre 7 du thème LM, donc on va finir la leçon. La leçon se termine avec cette activité documentaire, comment les enzymes agissent-elles, comment les exploiter à des fins industrielles. Ça, c'est dans le but de toujours créer du lien entre les différentes disciplines. Donc toujours essayer de faire du transversal. Donc ici, rejoindre la SVT. Vous étudiez les enzymes en SVT, eh bien le but est de voir que en chimie aussi, on en parle. Alors, que sont les enzymes? Vous allez découvrir dans cette activité documentaire, et j'espère que vous l'avez déjà découvert tout seul en amont, vous allez découvrir donc que les enzymes ont un rôle catalytique et permettent donc, facilitent, accélèrent les réactions biologiques. Alors, prenons le cas de la lactase. La lactase est donc une enzyme présente dans l'intestin et on vous dit bien qu'elle accélère la décomposition du lactose. Donc, si je lis un sujet où on me parlerait de la lactase, rien qu'à la lecture de cette première phrase, je comprends que la lactase est un catalyseur, puisqu'elle accélère la décomposition du lactose. C'est bien la définition d'un catalyseur qui fait partie des facteurs cinétiques dont on a parlé la semaine dernière. Donc, cette lactase permet la décomposition du lactose en galactose et en glucose. Donc, ce qui permet la digestion, hein, l'assimilation du lactose par l'organisme. C'est le fait de se décomposer en deux autres espèces chimiques, le galactose et le glucose. Donc, on vous raconte que pour que cette décomposition ait lieu, le lactose va s'insérer dans un endroit particulier de la lactase dont la géométrie lui correspond de façon spécifique. On en a déjà parlé, ça constitue un site actif. Et donc, une fois que le lactose est fixé sur l'enzyme, les interactions vont permettre la transformation du lactose. Donc, vous le retrouvez ici sous forme de schéma. Alors, hop, voilà. Donc, vous avez la lactose ici, la lactose qui a une forme particulière. Alors, bien évidemment, c'est une modélisation. N'allez pas dire que le lactose est sous la forme de deux hexagones, etc. Donc, bref, on l'a représenté sous cette forme-là. Et vous avez en face la lactase qui vient du coup épouser la lactose. Ils ont une forme géométrique complémentaire qui permettent donc de s'associer l'un à l'autre. Et c'est lorsque l'association a lieu que le lactose est décomposé en galactose et en glucose, vous le voyez ici. Alors, je continue. Dans cette activité documentaire, il s'agit d'étudier donc l'effet de la lactase sur le lactose. Donc, première expérience qui est donc réalisée, vous faites en l'absence de catalyseur, c'est-à-dire sans lactase. Et vous mesurez le temps de demi-réaction. Rappelez-vous, le temps de demi-réaction, c'est la durée au bout de laquelle le réactif a été consommé à moitié. Non, c'est réellement ça. D'accord? Alors, une forme géométrique, ça veut dire une affinité particulière au niveau de la forme. D'accord? Donc, tu sais bien que quand on représente une molécule, eh bien, la molécule a une forme hexagonale, linéaire, avec des ramifications. Eh bien, cette forme-là correspond bien, complète bien celle de la lactase.
D'accord? Donc après l'histoire des hexagones, octogones, ça effectivement c'est pour visualiser, mais l'idée derrière c'est effectivement qu'il y a un arrangement géométrique qui favorise l'interaction. Alors donc première expérience, vous n'avez pas de catalyseur et vous voyez que le temps de demi-réaction est estimé à peu près 1 mois. Lorsque vous êtes en milieu acide, c'est-à-dire en présence d'ion oxonium H3O+, vous voyez que vous réduisez le temps de demi-réaction à 60 minutes. En présence de lactase, donc notre enzyme, vous voyez que vous descendez encore plus, donc à 1 minute, vous divisez par 60 le temps de demi-réaction. Et on vous parle de la présence de thiolactose. Et dans ce cas-là, vous avez un temps de demi-réaction qui est tout à fait raisonnable, mais un petit peu supérieur au précédent quand il n'y a que la lactase. OK, continuons. Alors là, on me raconte que la molécule de thiolactose a une géométrie similaire à celle du lactose. Elle peut donc occuper le site actif de la lactase, mais n'est pas transformée. Et on vous rappelle qu'effectivement, bon nombre d'entre nous, peut-être, sont intolérants au lactose. Et donc, il existe des laits, maintenant, affichés, étiquetés sans lactose. Alors, allons voir les questions. Alors, comme les jours précédents, le fait de ne pas pouvoir passer en diaporama, sinon je perds le chat, vous allez forcément avoir les réponses. Donc, on va essayer de se concentrer seulement sur la question. OK? Donc, on ne lit pas ce qu'il y a derrière, on lit juste la question. Commenter les temps de demi-réaction du document 8. Alors, j'ai activé l'audio s'il y a quelqu'un qui prend la parole. Donc, il faut commenter les temps de demi-réaction. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? C'est plus simple peut-être que d'écrire sur le chat. OK. C'est pas violent comme réaction. Je peux essayer. Super, merci. On peut dire qu'en présence de lactase, on met 60 secondes, mais en présence de lactase plus thialacose, on met 3 minutes, parce qu'on sait que le thialacose va dans les dans le Site actif. site actif du lactase, enfin ça bloque la réaction, je crois. Très bien, du coup, il prend la place du lactase et donc comme lui n'est pas décomposé, ben, il n'y a pas de décomposition. OK. Un petit commentaire sur le milieu acide? Alors, donc, en fait, ces temps de demi-réaction vous montrent que le milieu acide, donc la présence des ions oxonium, H3O+, la présence de lactase ou le thiolactase peuvent être considérés comme des facteurs cinétiques. Ce sont des catalyseurs, d'accord, qui permettent de diminuer le temps de demi-réaction. Continuons sur les questions. Question suivante. Quelle est la condition sur les géométries de l'enzyme et du lactose pour que la réaction soit catalysée? Bon, on a compris que pour qu'il y ait une interaction possible entre la lactase et le lactose, vous l'avez sur le schéma ici, eh bien, il faut effectivement qu'il y ait des géométries complémentaires. Très bien. On enchaîne avec la question suivante, la question 3. En présence de thiolactose, la durée de réaction augmente, proposer une interprétation. Donc, Mathieu vient de le dire à l'oral. Eh bien, le problème du thiolactose, c'est qu'il a la même géométrie que le lactose. Donc, il vient ici occuper le site actif. Or, lui ne permet pas la décomposition, la dissociation du thiolactose en galactose et en glucose. Donc, finalement, il occupe le site actif et ne facilite pas la décomposition. Donc forcément, les sites actifs occupés par le thiolactose ne participent pas à la décomposition du lactose en galactose et en glucose. Avant-dernière question. Expliquez pourquoi les industriels ajoutent de la lactase dans le lait dit facile à digérer. Alors, est-ce que vous avez une idée pour ceux qui ont regardé ça, qui ont fait à la maison? Quel est l'intérêt d'ajouter de la lactase dans les laits qu'on achète où il est écrit facile à digérer? Pour prédigérer le lait, pour pouvoir éliminer le lactose, car il accélère la décomposition, il réduit le lactose. Parfait.
D'accord? Puisqu'effectivement, les personnes qui présentent une intolérance au lactose, ce sont des personnes qui présentent un déficit en lactase dans l'intestin. Donc en rajoutant en plus l'enzyme qui permet la décomposition, eh bien on facilite la digestion. Tout à fait, parfait. Dernière question, rédiger une synthèse sur le principe de l'action des enzymes et leur intérêt, pardon. Donc vous avez compris que les enzymes sont des catalyseurs. Je pense que vous le saviez déjà, puisque quand on a commencé la leçon, vous m'avez dit effectivement que vous en aviez déjà parlé en SVT. Donc les enzymes, ce sont des catalyseurs très efficaces, absolument essentiels dans le fonctionnement de l'organisme. Madame, ok, ça marche. Donc voilà, sur cette activité documentaire qui clôture la leçon, vous avez vu, il n'y a rien en rouge, donc c'est juste faire le lien avec la SVT. Ce qu'il faudrait juste retenir, c'est que dans le milieu biologique, eh bien, les enzymes sont des catalyseurs. D'accord? Voilà pour cette leçon. Donc, passons maintenant, s'il n'y a pas de questions, aux exercices que je vous ai demandé de faire pour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez remettre la diapo de la réponse de la question 3? Diapo de la réponse de la question 3, ici. Donc, comme le thiolactose et le lactose ont une géométrie proche, le thiolactose peut aussi s'insérer dans le site actif lorsque le site actif est occupé. Du coup, il n'est plus disponible pour le lactose, ce qui provoque une augmentation du temps de réaction. Alors, pensez que ceci, de toute manière, je vous l'ai mis sur le cours. Donc, le cours, je vous l'ai déjà joint. J'ai mis, je pense aussi, peut-être corriger des exercices dedans. Donc, vous avez déjà toutes les ressources pour travailler ce chapitre. Alors, je reviens donc sur les exercices. On commence sur un exercice tout simple. Celui-ci, le numéro 4. Voilà. Donc, vous pouvez avoir ce genre de questions sur un sujet de bac, bien évidemment. C'est la question classique. Donc là, on vous demande de déterminer graphiquement le temps de demi-réaction de T1,5. Page, eh bien, page, je vais te le dire, 71. 69, en fait. Ok. Alors, donc, page 69, le numéro 4 qui est donc été à faire pour aujourd'hui. Allez, qui me donne la réponse pour voir? 2,2 pour Chloé, 2,4, 2,4, 2,2. J'ai peur que vous ayez mal lu sur le graphique. Vous faites très attention. Tous ceux qui m'ont répondu 2,2 se trompent. Parce que regardez, faites bien attention à l'échelle ici. Attention, Mathias aussi, il y a une erreur. Donc, le temps de demi-réaction, ce que l'on attend de vous, c'est que vous puissiez ici tracer un trait horizontal qui part de 5. Le temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire à la consommation de la moitié du réactif limitant. Donc ici, on me dit que la concentration du composé organique est calculée au cours du temps. Donc on voit que sa concentration diminue. Il a une concentration de départ égale à 10 mol par litre. Donc je m'intéresse à la valeur du temps correspondant à C divisé par 2, 5 mol par litre. Je reporte ici sur la courbe. J'espère que tout le monde voit bien ma souris, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et je viens ici projeter sur l'axe horizontal. Et quand je viens projeter sur l'axe horizontal, bien sûr, il faut le faire avec une règle précisément, etc. Je vois que je me retrouve pile poil entre 2 et ici. Et ici, c'est 3, c'est pas 2,5. Faites gaffe. Donc, ceux qui ont mis 2,2 ont pris le millimètre pour une minute. Pardon, 0,1 minute. Et c'est faux. D'accord? Donc, si là, c'est 2, là, c'est 4, là, c'est forcément 3. Et donc, je tombais pile poil au milieu. On a donc 2,5 minutes. 2,5 minutes. Maëlie, 2 minutes 24 secondes. Tu me le sors d'où, ça? Comment arrives-tu à avoir autant de précision sur un graphique avec si peu de précision au final? Donc, est-ce que c'est une erreur de frappe? 2 minutes 24 secondes. Donc, OK, vous faites bien attention, mais je pourrais zoomer, je pourrais zoomer et vous montrer qu'ici, effectivement, la courbe rose passe vraiment sur le 2,5 minutes. Donc, voilà. Voilà pour cet exercice ultra simple où il n'y a pas de justification à donner, si ce n'est donner la définition du temps de demi-réaction. Et donc, pour ça, je compte sur vous pour avoir appris votre leçon. Pensez qu'il faut faire sa petite fiche de révision. Je l'ai
en ligne moi de mon côté. Et donc, le temps de demi-réaction, il faut savoir que c'est la durée nécessaire à la consommation de la moitié du réactif limitant. Alors, s'il n'y a pas de questions, on continue avec un exercice différent, cette fois sur l'influence du solvant. Alors, on étudie la synthèse de l'iodure de tétraéthylammonium, donc ici, en faisant réagir ici deux espèces chimiques l'une avec l'autre, le CH3CH2I, le NCH2CH3 trois fois. Donc déjà, essayez de comprendre comment on écrirait cette formule semi-développée. Hein. Essayez de comprendre ce que veut dire la parenthèse avec un 3 en indice. Hein. C'est le groupe CH2CH3 qui est répété trois fois. Et donc, comme N a trois liaisons, il est relié à trois fois ce même groupe. Hein. Alors, afin d'étudier l'influence du solvant sur la durée de réaction, des expériences sont réalisées à 100 degrés Celsius avec des concentrations initiales de réactifs identiques, mais dans plusieurs solvants. D'accord? Vous voyez que ce sont des liquides ici, liquide, mais il n'y a pas marqué aqueux. Aqueux, c'est seulement quand on est en solution dans l'eau. Donc là, ça veut juste dire qu'on est en solution dans autre chose que de l'eau. Et donc, on vous dit que l'on va utiliser plusieurs solvants. Donc, tout le monde a essayé de retenir ça. Si vous avez le livre sous les yeux, c'est plus simple. Et donc, on passe à la suite. Dans les exercices, savoir l'équation ne sert à rien. Alors, je ne comprends pas la question, Chloé. Est-ce que tu veux me dire, est-ce que j'aurais dû moi-même trouver l'équation? Ou est-ce que tu te dis, si on ne me l'avait pas donné, l'équation ne changeait pas, j'aurais pu faire l'exercice? Est-ce que c'est l'option 1 ou l'option 2, Chloé? Mais on ne l'utilise pas? Eh bien si, on va l'utiliser. Alors, je vais te montrer. Hein. Et d'ailleurs, pensez-y, hein, on en a déjà parlé hier en correction de bac blanc. Souvent, quand on met des informations qui ne sont pas de l'ordre du blabla, c'est que l'on en a besoin. Alors, pourquoi la température du milieu réactionnel est-elle fixée? Allez, déjà, essayez de me répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on a fixé la température du milieu réactionnel à 100 degrés Celsius? Très bien. OK, donc les parfait. J'ai 3 réponses. J'aime bien le fait de dire que la température est un facteur cinétique. D'accord? Utilisez le vocabulaire de la leçon. C'est beau. Ces mots-là, facteur cinétique, c'est vraiment associé à cette nouvelle leçon. Donc là, c'est ce que l'on attend de vous. Donc il faudrait dire dans cette réponse, la température étant un facteur cinétique, si je m'intéresse à l'influence du solvant sur la durée de la réaction, eh bien il faut que ce soit un paramètre variable. Donc, il faut que la température soit fixée, mais pas que. Trouvez-moi un autre facteur cinétique qui a été fixé ici dans l'exercice. Très bien. La concentration. Attention, pas le solvant, Émilie. Regardez, dans l'énoncé, à 100 degrés, avec des concentrations initiales identiques, mais dans plusieurs solvants. Donc, quand on veut étudier l'influence d'un facteur sur, dans ce cas-là, sur une durée de réaction, il faut qu'un seul des facteurs cinétiques puisse varier, les autres étant fixés. Sinon, on ne sait pas qui est responsable, bien sûr, des observations que nous ferons. Donc, température et concentration sont fixées pour ne faire varier que le solvant. Donc, première question toute simple. On enchaîne avec quelle pourrait être l'allure des courbes représentant l'avancement en fonction du temps dans l'hexane et dans le nitrobenzène, les représenter sur un même graphique. Alors là, c'est difficile. C'est difficile de vous donner la parole et c'est difficile certainement de décrire ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer? Alors Benoît, tu peux parler, je pense, sans avoir à demander la parole puisque j'ai activé l'audio. Du coup, pour les allures de courbe, pour le nitrobenzène, on va avoir une courbe qui va tendre, qui va tendre très rapidement vers zéro, parce que on a une durée de réaction qui est très très faible, alors que pour l'hexane, on va avoir une courbe qui va tendre vers zéro aussi, mais beaucoup plus lentement que celle du nitrobenzène, parce que sur l'échelle qu'on a, c'est celle qui a la durée de réaction la plus longue.
Ok. Alors, pour Victor qui n'a pas bien entendu, moi, j'ai parfaitement entendu, Benoît, donc ta réponse. Benoît disait, pour le nitrobenzène, on va avoir une courbe qui tend plus rapidement vers 0 que pour l'hexane, puisque pour l'hexane, la durée de réaction est plus grande. Qui fera agir à la réponse de Benoît? Alors, celui qui vient de parler, là, était très très loin de son micro, j'ai pas bien entendu. Ok, ok. Alors, bon, ben, du coup, personne n'a réagi à la réponse de Benoît. Et du coup, c'est quoi la question? Je reformule la question. Benoît a dit, pour le nitrobenzène, on va avoir une courbe qui tend rapidement vers 0. Alors que pour l'hexane, la courbe tendra vers 0, mais moins rapidement, puisque la durée de réaction est plus longue. D'accord? Ma question est-ce que la réponse de Benoît est juste? Sachant que on vous demande l'allure des courbes qui représentent l'avancement en fonction du temps. Pas vers 0. Super, très bien. Ok, super. Effectivement, vu que ce sont les courbes de l'avancement, on sait que l'avancement pour une réaction démarre à 0, d'accord? L'avancement est nul en début de réaction, puis l'avancement va prendre une valeur qui augmente au cours du temps pour atteindre une valeur max à la fin de la réaction qu'on appelle X max. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé cet écran là sous les yeux. Si vous regardez ici, donc voilà, ça va avoir cette allure-là. À la place de Zn de plus qui est là, on mettrait X, d'accord? X en fonction du temps. On ferait seulement deux courbes, puisqu'ici, on nous demande de comparer que le nitrobenzène et l'hexane. On mettrait le nitrobenzène sur la rose ou sur la verte? Ok, donc la majorité l'emporte sur la rose, évidemment, hein, puisqu'on voit que la rose est la première à atteindre la valeur de X max. Or, il est bien écrit au-dessus que le nitrobenzène permet d'avoir la durée de réaction la plus courte. Donc, la courbe rose permet d'atteindre le X max bien avant la courbe verte. Donc, pour la rose, ce serait le nitrobenzène, et pour la verte, ce serait l'hexane. Voilà pour cette réponse. J'espère que c'est clair pour tout le monde et je continue. La question 3. Oui, bien sûr, Gauthier, on peut faire le graphique à main levée. De toute manière, tu ne vas pas t'embêter à faire des mesures. On ne te donne aucune valeur. Tu fais juste ce que je t'ai montré sur la page du livre, là, ce qu'il y avait là, c'était parfait. Tu vois, il n'y a aucune graduation, rien. À la place de Zn de plus, on aurait mis X. On peut rajouter X étant mol, hein, un avancement étant mol, ça c'est sympa, comme ça montre que vous avez des connaissances. Vous mettez T, inutile de mettre minutes ou secondes parce qu'on n'a pas du tout de valeur pour cette durée de réaction. Et donc, on fait une courbe rose, une courbe verte qui tendent bien sûr vers la même valeur de X max. La réaction va conduire à la même quantité de produits dans les deux cas. Il y en a juste une qui va être achevée plus rapidement que l'autre. La question 3. Solvant polaire favorise la dissociation des molécules polaires. Ça, on en a parlé en classe de première. Proposer une explication à la différence de la durée de réaction étudiée dans l'hexane et dans le nitrobenzène. Et c'est là qu'on va avoir un petit peu besoin de l'équation quand même, Chloé. Donc, pourquoi est-ce que la durée de réaction est plus importante dans l'hexane et moins importante dans le nitrobenzène? Alors, j'ai Agathe qui me répond, le nitrobenzène est une molécule polaire, car O est plus électronégatif, et l'hexane est une molécule apolaire. C'est parfait. L'hexane est une molécule apolaire. Pourquoi? Tu me le justifies pas là, Agathe, dans ta réponse. Donc, pourquoi est-ce que l'hexane est apolaire? On vérifie pour tout le monde. Composés uniquement de carbone et d'hydrogène, bien sûr, qui ont des électronégativités relativement proches, si bien que l'on a toujours considéré qu'il n'y avait pas de liaison polarisée dans une molécule qui contient seulement des carbones et des hydrogènes. Très bien, parfait. Alors, du coup,
J'ai compris que le nitrobenzène était polaire. Bon, et alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire des espèces qui ont à réagir? Et c'est là que c'est important quand même de venir ici regarder ce qui s'est passé dans cette équation de réaction. Regardez CH3, CH2I. Alors, CH3, CH2I. Donc, c'est une chaîne carbonée linéaire avec un atome d'iode au bout. Si vous allez chercher les données pour l'électronégativité, vous allez voir que l'iode dans la classification périodique est dans la même colonne que le chlore, le fluor au-dessus, l'iode. Donc, ce sont des composés halogénés qui présentent donc une forte électronégativité parce qu'ils sont très proches de saturer leur couche électronique externe, donc ils sont très friands, avides d'électrons. Et donc ici, il va s'établir une charge partielle négative, une charge partielle positive. Donc, cette molécule est bien polaire. Si je prends l'autre, ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer de comprendre ce que c'est cette parenthèse avec un 3 au bout, ça veut dire que N est associé à ce groupement CH2, CH3, 3 fois. Donc, désolé pour la précision des chiffres, on ne les voit pas bien. Donc, voilà le deuxième réactif, d'accord? Donc, ce réactif-là, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Est-ce qu'il est polaire aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, très bien, Victor, j'ai fait exprès de ne pas mettre le doublé non liant. D'accord? J'ai fait exprès de faire ceci. Donc, ça veut dire que si je représente cette molécule, elle est en utilisant CRAM. Vous allez avoir vos 3 groupes ici qui sont vers le bas, repoussés vers le bas du fait du doublé non liant. Et ensuite, donc c'est une molécule qui n'est pas symétrique. D'accord? Et par ailleurs, vous avez une différence d'électronégativité entre les atomes d'azote et les atomes de carbone, moindre qu'avec l'oxygène, mais elle existe aussi. Donc, vous avez un delta moins ici, un delta plus là, un delta moins N, un delta plus là, un delta plus là. Donc, pour que ce soit équilibré, c'est-à-dire que la molécule soit neutre électriquement, eh bien, on a 3 charges partielles négatives sur N. Donc, rappelez-vous, hein, cette histoire de barycentre des charges positives et négatives. Donc, finalement, cette molécule est polaire avec un signe moins sur l'atome d'azote et un signe de plus ici au centre de ma base triangulaire. Ici, j'ai bien donc une molécule polaire avec un plus et un moins distincts. D'accord? Donc là, je vais vraiment plus loin. Hein. Je pense que certains s'étaient juste contentés de mettre que l'hexane était un solvant apolaire et le nitrobenzène un solvant polaire. Et on vous a dit dans la question que le solvant polaire favorisait la dissociation des molécules polaires. Moi, je rajoute donc dans cette réponse-là, je vous rajoute la justification qu'effectivement, les réactifs sont bien des molécules polaires. D'accord ? Donc, ça ne nous a pas fait de mal de revoir un petit peu la polarité d'une molécule avec ses barycentres de charges positives et négatives. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Ok, allez, très bien. Donc, on en avait parlé dans le cours. J'avais dit que le solvant était aussi un facteur cinétique. Si vous aviez fait le TP, on l'aurait mis aussi en évidence par la réalisation expérimentale. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je trouvais cet exercice plutôt bien pour justement voir que le solvant aussi est un facteur cinétique. Alors, continuons avec les exercices. Et on fait le dernier que vous deviez préparer pour aujourd'hui, le numéro 11. Alors, ce numéro 11, je pense que vous ne l'avez pas résolu de la manière dont je vais le résoudre maintenant. Je pense que vous l'avez... Je ne sais pas, dites-moi, vous l'avez trouvé difficile ou simple? Dur? Ah, ok. Donc, ça veut dire que Lucas peut-être a compris ce qu'on attendait de toi. Donc, il n'y a que Lucas qui s'exprime. Dur, ok. D'accord.
Alors, est-ce que quelqu'un veut me dire, peut-être en audio, parce que c'est pas facile de chatter, est-ce que quelqu'un veut me dire comment il a pris l'exercice? Alors déjà, je vais le lire pendant que vous vous mettez en place et que peut-être quelqu'un branche un micro. Et j'aimerais donc du coup qu'on échange sur, bah, tiens, qu'est-ce qu'on attend de nous? Quelle était la difficulté de l'exercice? Qu'est-ce qu'il fallait dire en fait? Donc on vous raconte que l'ion permanganate, MnO4- oxyde l'éthanol selon la réaction. Donc entre parenthèses, je voudrais que cette réaction, vous essayiez de la retrouver. Connaissant les couples, MnO4-, Mn2+, oxydant réducteur, et acide éthanoïque, éthanol, essayez de vous amuser de retrouver cette équation, comme on a fait dans le cours la dernière fois. Rappelez-vous, quand on a vu l'effet d'un catalyseur sur la cinétique d'une réaction, on a écrit des équations d'oxydoréduction. Donc là aussi, ça peut être un entraînement sympathique. Celle-ci, elle est plutôt compliquée. Vous voyez qu'il y a des nombres stoichiométriques tous différents de 1. Donc voilà, je referme ma parenthèse. On vous dit que l'ion permanganate est la seule espèce qui colore le milieu, et on vous demande de proposer un protocole qui va montrer l'influence de la température sur la durée de la réaction en indiquant les quantités de réactifs et la verrerie à utiliser. Alors, pour Alix qui dit qu'il suffit de chronométrer jusqu'au moment où l'espèce devient incolore, tu as tout à fait raison. Sauf que tu ne vas pas assez loin, puisqu'on te donne du matériel à disposition, on te dit qu'on va faire avec une solution de permanganate de potassium à 1,2 mol par litre, et on te précise qu'on a de l'éthanol dont la densité vaut 0,79. Donc on se doute bien à ce moment-là qu'il va falloir faire des calculs. D'accord? Et des calculs peut-être un petit peu poussés parce qu'on me parle de densité. Donc, effectivement, entre les réponses d'Alix et de Chloé, vous avez compris ce qu'il faut faire. Bien sûr, on va faire différents tests. En fait, on va faire réagir le permanganate avec l'éthanol à une certaine température. On mesure la durée on mesure la durée de la réaction en mesurant à quel moment on n'a plus de MnO4-. C'est facile, c'est la seule espèce colorée. Donc, j'arrête mon chronomètre dès que je ne vois plus de violet dans la solution, dès qu'elle devient incolore. Je fais ça pour 0 degrés Celsius, plaçant mon bécher, par exemple, dans un cristallisoire qui contient un mélange eau glaçon, et je fais ça peut-être à 50 degrés en me mettant sur un bain-marie, par exemple. D'accord? Donc ça, on a bien compris. Sauf que on ne répond pas à la question en indiquant les quantités de réactifs et la verrerie à utiliser. Et là, j'aimerais bien savoir combien on prend de permanganate de potassium. Combien faut-il prendre d'éthanol? D'accord? On fait plusieurs solutions filles. Alors, je ne comprends pas, Chloé, plusieurs solutions filles. L'idée n'est pas de faire varier la concentration, Chloé, donc je ne comprends pas ta réponse. L'idée est seulement de faire varier la température. Donc, on prend les mêmes conditions initiales, les réactifs dans les mêmes concentrations, c'est juste la température qui va changer. OK? Et le solvant, c'est l'eau, on le voit, c'est en solution aqueuse. Donc, la question est, quelle quantité de réactifs faut-il prendre? Alors, du coup, vous comprenez à ce stade-là qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait faire des exercices, faire plusieurs solutions. Non, Chloé, on fait plusieurs mélanges réactionnels, c'est-à-dire on prépare le même mélange réactionnel 2 fois si on veut faire 2 tests pour des 2 températures différentes, 3 fois si on veut 3 températures différentes, bref, mais c'est le même mélange réactionnel. Dans chaque bécher, on va exactement mettre la même chose, ce qui va changer seulement, ce sera la température. C'est exactement la même question que tout à l'heure. Hein. Si on veut étudier le solvant, il ne faut faire varier que le solvant. Ici, on veut étudier la température, il ne faut faire varier que la température. Alors, je vais passer sur le mode écran blanc pour essayer de résoudre ceci avec vous. Alors, ça ne va pas être évident parce que j'ai un tout petit écran. Mon tableau me manque. Ok. Ok, alors je dois avoir un problème. C'est revenu.
Ah, tu es revenu. OK. OK, OK, OK. Allez, bon, mais c'est possible hein, qu'il y ait un petit peu des caprices de la connexion. Allez, super. Alors, donc, je vous disais, je vais faire sur l'écran. Donc, je vais essayer de vous remettre alors seulement le début de l'équation, sinon j'aurai jamais la place de tout faire. Donc 4mn au 4 moins plus 12h plus, donc plus 5CH3 CH2OH donne ce qu'il y a derrière. Ok, je vais faire un petit tableau d'avancement et je vais vous dire qu'ici, j'ai par exemple une quantité de matière initiale N1 de permanganate et une quantité initiale N2 d'éthanol. Alors du coup, je vais considérer directement l'état final en disant que j'ai N1 moins 4X max. Hein, j'espère que ça pose de problème à personne. Et ici, j'ai N2 moins 5X max. Alors, j'ai fait un corrigé écrit, j'ai scanné mon corrigé, je vous l'envoie dès qu'on a fini la séance. Là. Donc, vous ne vous embêtez pas à prendre ça, je vous enverrai directement la correction. Ah, bah mince, pourquoi l'écran est blanc de votre côté alors que j'ai écrit? Ok, bon, donc je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai des problèmes de connexion aussi. Ok, alors, dites-moi ce qu'il est important d'avoir à la fin de la réaction. Pour que je puisse savoir quand est-ce que la réaction est terminée, qu'est-ce qu'il faut comme condition nécessaire à la fin de la réaction, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je... X max, forcément. Il faut qu'il n'y en ait plus. Ok. Plus de son vraiment. Ok. Alors, écoutez, donnez-moi 2 secondes. Je vais aller voir, je vais faire le tour de chez moi pour savoir qui est connecté, si certains peuvent me libérer du réseau. Hein, vous me laissez 2 secondes. Les enfants, Anna, tu es sur du Wi-Fi? Louise, pas de test 4, s'il te plaît. Merci. Alors, donc je suis de retour. Ouais, ça a chié, c'est bon. Obligé de lire, les pauvres. Plus d'écran. Alors, donc du coup, on en est resté sur le permanganate de potassium. Donc effectivement, si je veux pouvoir estimer la durée de la réaction, il faut que MnO4- soit totalement consommé. Donc, la première relation que je vais écrire, c'est N1 moins 4X max doit être égal à 0. Et quel est l'autre... Donc, mince, ça recommence? Il y a Faites encore attention là où est branché votre micro, on dirait que vous l'arrachez des fois du port, sans faire exprès. D'accord, ok, merci. Là, on dirait qu'il est débranché, par exemple. Et bien pourtant, écoute, je ne touche à rien. Je ne bouge pas. Alors, je ne sais pas comment améliorer les choses. Ok, allez, on va continuer. J'espère que c'est bon. Alors, X max est donc égal à N1 sur 4. Ok. Et l'autre, pour l'autre, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, N2 moins 5X max. Qu'est-ce que je dois avoir comme relation pour N2 moins 5X max? Alors, je n'ai pas de retour. Est-ce que c'est parce que vous ne m'entendez pas? Si, ok, très bien. Égal à 0. Alors, on n'a pas besoin d'avoir une contrainte aussi forte. On va dire soit positif, soit nul.
D'accord? Donc, l'éthanol peut être soit le réactif en excès, soit il serait, comme l'autre, il va s'annuler, il va réagir totalement et dans ce cas-là, j'aurai un mélange stoichiométrique. Donc, du coup, ça va me donner une autre équation. Donc, N2 moins 5x max, et x max, c'est N1 sur 4, plus grand ou égal à 0. Pourquoi c'est pas égal? Alors, x max est égal à N2 sur 5. Je suis d'accord, Riyad, seulement dans le cas où tu as un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire où les deux réactifs seront totalement consommés. D'accord? On s'en fiche, nous, de ça. On peut faire avec cette condition-là, il n'y a aucun problème, Riyad. Moi, je me mets juste une contrainte moins difficile. Il suffit juste que j'en ai plus ou autant que l'autre. D'accord? Si j'en ai autant, c'est bien, hein, mais je peux aussi en avoir plus. Donc, du coup, regardez ce que j'ai écrit. Alors, attention, parfois, je fais des n comme ça, voilà. Donc, n2 moins 5 n1 sur 4, hein, puisque x max était n1 sur 4, doit être positif. Et donc, ça va vous donner votre équation à résoudre. Donc, on y va. Vous vous l'écrivez sur un côté parce que je vais être obligée de changer de tableau et du coup, je suis obligée d'effacer là. Donc, ça veut dire que 2 est plus grand ou égal à 5 N1 sur 4. Et maintenant, je remplace par toutes les autres grandeurs parce que je n'ai pas les quantités de matière dans l'exercice. Donc, N2, rappelez-vous, c'est ce qui concerne l'éthanol. L'éthanol, on me donne sa densité. L'éthanol, donc, on vous donne la densité. Donc, sa quantité de matière, c'est M sur grand M. D'accord? Supérieur à 5. Le N1. Le N1, c'est le permanganate ici. D'accord? Le permanganate, on vous donne sa concentration, C1. Donc, c'est 5C1V1 sur 4. OK? Et petit à petit, comme ça, je vais arriver à une relation à satisfaire pour que, à la fin de la réaction, j'ai bien plus de MnO4- et que l'autre, soit il y en ait encore, soit il n'y en ait plus. D'accord? Donc, je vais continuer ça. J'espère que vous l'avez en tête. Je vais donc changer de tableau. Je change de tableau. Donc, M2 sur grand M2, je vais remplacer par d'autres grandeurs puisque je n'ai pas la masse d'éthanol. J'ai sa densité. Donc, petit à petit, de la quantité de matière, je passe à la masse. De la masse, je vais passer à quoi? Voyons voir. Pour arriver à la densité, ce sera quoi mon étape intermédiaire? Oui, très bien, la masse volumique, et j'arriverai à la densité. Très bien. Donc, j'efface, hein, retenez donc cette dernière relation. Et je vais la réécrire là, si je peux. Donc, M2 sur M2. Ah, c'est horrible. Bon, on ne voit pas très bien des deux. Hein. Supérieur à, donc on avait écrit 5. J'avais pas un 4 quelque part? Non, il était là. 5 quarts de C1V1. Voilà, je crois que c'était ça que j'avais. D'accord, j'espère que j'ai raté aucune étape. Donc, la masse, merci. La masse, c'est ρ fois V. Donc, ρ de l'éthanol fois V de l'éthanol sur la masse molaire atomique de l'éthanol, divisé, tiens, j'ai oublié le égal, tac, à 5 quarts de C1V1. OK, je continue. La masse volumique, je la transforme pour avoir la densité. Je transforme comment? Quand j'ai la masse volumique et que je veux passer à la densité, quelqu'un me dit comment je m'en sors? Ouais, super. Le ρ égale la densité sur... non, 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 non. Fanny, pas ça en fait. Oui, voilà, c'est ça, Chloé. J'allais écrire l'inverse. La densité, c'est le ρ sur ρ de l'eau. Donc, le ρ, c'est D fois ρ de eau. Donc, D de l'éthanol fois ρ de l'eau fois le volume d'éthanol sur la masse moléculaire de l'éthanol supérieure à 5 quarts de C1 fois V1. OK? Et donc, maintenant, moi, je veux la relation entre les volumes puisqu'on me demande les quantités de réactifs à utiliser. Donc, c'est ça qu'il me faut. Je veux combien je vais pouvoir en prendre. Donc, vous je veux V2 par rapport à V1, où j'aurais tout pu mettre V1 par rapport à V2, ça revient au même. Donc, si je simplifie ceci, pardon, si je réduis ceci, si je me sépare de M2, il arrive ici, avec le C1V1, et le D2ρ de l'eau arrive là. Vous n'avez plus qu'à faire l'application numérique de ce membre-là, et vous aurez du coup une
une contrainte imposée sur le choix des volumes de l'un par rapport à l'autre. D'accord? Donc, voilà la démonstration. Quand vous trouvez V2 égale 7,3 à faire ce calcul, pas vous tromper dans les unités, les conversions. C'est vrai que c'est pas évident à sortir, mais c'est aussi l'intérêt du coup de faire un exercice et une correction d'exercice derrière, parce que si je ne vous apporte rien et que tout le monde sait les faire, bah, j'ai aucune plus-value. D'accord, Yad? Donc moi, ça me donne de l'importance, ça me fait plaisir. Bon, j'espère que c'est clair. Et de toute manière, le principal, c'est d'essayer de faire des exercices comme ça bah, pour apprendre des nouvelles techniques, de nouveaux raisonnements. Ah oui, j'y aurais pas pensé, mais finalement, c'est clair, je comprends. Hein? De toute manière, vous aviez un problème. Il fallait répondre quelles sont les quantités de réactifs. Donc, du coup, quand vous avez ça, vous pourriez les quantités de réactifs. Et bien après, c'est vous qui choisissez. Regardez, quel est le volume qui semble bon de prendre de permanganate de potassium? Qu'est-ce que vous en pensez? On fait quoi? On se prend combien? Est-ce qu'en chimie, on a l'habitude de manipuler des mètres cubes, des litres, des millilitres? Qu'est-ce que vous me conseillez? Ok, donc effectivement, on pratique des millilitres. Donc on peut dire, bah, ça c'est mon choix, hein. Si vous voulez prendre 20 millilitres, c'est votre choix. Moi je me dis, bon, bah, je vais prendre 10 millilitres. Il y a toujours aussi il faut suffisamment de solution dans le bécher pour que l'on voit quelque chose. En prendre trop, c'est faire du gaspillage, c'est ensuite en mettre trop dans l'évier, risquer de polluer. Donc toujours faut essayer de faire un compromis entre que je puisse faire une expérience sans trop consommer, sans trop gaspiller derrière. Donc, je prends un volume de 10 millilitres de permanganate de potassium que je vais donc mettre dans un bécher avec quel volume d'éthanol? On vient de calculer que pour être sûr que le permanganate ne soit pas le réactif limitant, il faut que l'éthanol soit au moins égal à 7,3 10-4 fois 10 millilitres. Donc, si vous faites ce calcul, vous trouvez 7,3 10-3 millilitres. Excusez-moi, du coup, j'utilise tout le tableau. 7,3 10-3 millilitres. Du coup, dites-moi combien je vais utiliser d'éthanol. Qu'est-ce que vous en pensez? La théorie me dit qu'il faudrait que j'en utilise au moins 7,3 10-3 millilitres. Maintenant, expérimentalement, qu'est-ce qu'il est pratique d'utiliser? Mathieu me dit, c'est bizarre, pourquoi 8? Ah, ok, parce que vous avez arrondi ou je ne sais quoi. Donc 7,3 10-3 millilitres. Hein. Vous vous rendez compte, c'est 10, il y a le 10-3 millilitres hein, qui dit que vous prenez 7 millièmes de millilitres. Donc voilà, Charline, très bien, c'est raisonnable. 1 millilitre, ça suffit largement. Et 8, 10-3, Chloé, effectivement, c'est ridicule. Je n'ai pas les moyens de les prendre. Donc, effectivement, Victor, c'est aussi une bonne réponse, une goutte. Donc, il faudrait estimer le volume d'une goutte. Donc, si on veut être sûr de ne pas s'embêter, on prend 1 millilitre avec la pipette plastique et ce sera parfait. D'accord ? Donc, pipette plastique, on n'a pas besoin d'être super précis pour le 1 millilitre, hein, puisqu'on a vu qu'on a pris largement au-dessus. Donc, on va utiliser une pipette plastique pour le 1 millilitre. Pour les 10 millilitres, pareil, on n'a pas besoin d'être ultra précis parce qu'on a pris de la marge entre le V2 et le V1. Donc, on peut faire à l'éprouvette graduée, par exemple, le prélèvement des 10 millilitres. Voilà ce qu'on attendait de vous. D'accord ? Donc, je répète pour le protocole général. Hein. Donc, on va prendre 10 millilitres de permanganate de potassium grâce à une éprouvette graduée que l'on verse dans un bécher. On rajoute 1 millilitre d'éthanol à la pipette plastique. On est en milieu acide hein, parce qu'il y a 12 H+ dans l'équation de la réaction. Donc, on pourrait rajouter une goutte d'acide sulfurique, par exemple. Ah non, pardon. On vient de vous dire que le permanganate de potassium est déjà acidifié, donc tout va bien, pas besoin de rajouter de l'acide. Et donc, on lance le chronomètre dès que l'on fait tomber le deuxième réactif et on se met, comme je le disais au début, soit à T égale 0 dans un bain de glaçons, soit à 50 degrés. On répète la même expérience et on voit ainsi l'influence de la température sur la durée de la réaction. Est-ce que c'était clair? Ok.
Allez, très bien. J'espère, merci pour vos retours. Moi, je vais m'arrêter là. On n'est pas obligé de faire 1 heure à chaque fois, hein, donc on prend le temps qu'il nous faut. Oui, il fallait s'accrocher. Très bien. Je peux répondre à des questions s'il y en a qui veulent rester 2-3 secondes, si, 2-3 minutes, bien sûr, si vous voulez approfondir un point qui n'a pas été clair. Donc, je garde ceux qui auraient besoin d'explications supplémentaires. N'hésitez pas. Et pour les autres, je vous dis donc rendez-vous à demain pour la correction d'un sujet de bac. Je crois que c'est le Métropole 2014 demain, le Métropole 2013 jeudi. Et jeudi, je vous mettrai aussi un QCM pour voir si vous êtes au point sur ce chapitre. Il sera noté. D'accord, donc apprenez votre leçon. Alors d'un autre côté, c'est pas évident hein, pour les questions de cours. Je sais très bien que vous pouvez avoir le cours sous les yeux, donc il y aura peut-être quelques questions calculatoires. Donc il faudra avoir un brouillon à côté pour pouvoir faire les 2-3 calculs éventuels. Ça peut être un sujet de bac, le dernier exo. De quoi tu me parles, Chloé? Quel dernier exo? Bisous, Dorian. À demain. Celui qu'on vient de faire.